Le débat africain, Alain Foucault. L'Afrique en général ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances, quelles qu'elles soient. Les grandes puissances veulent réduire l'Afrique à une entité purement instrumentale au service de leur cause. Elles s'efforcent le plus souvent à amener les Africains à adhérer à leur narratif et in fine, les Africains servent utilement à soutenir un camp contre un autre. Dixit Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères du Togo, à la tribune des Nations Unies. Il est temps d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. Cette phrase est du président Macky Sall, le chef de l'État sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, à la même tribune. La 77e Assemblée générale des Nations unies aura été cette année l'occasion pour l'Afrique de se faire un peu plus entendre, à la fois sur les crises qui secouent le monde, mais également sur sa volonté de prendre son indépendance et de bénéficier d'une juste représentation au sein de cette organisation. Le ton pour le dire a manifestement changé, mais seront-ils entendus? Et est-ce que cette façon claire de réclamer une meilleure représentation a des chances d'être prise en compte dans cette assemblée dont les règles n'ont pas vraiment changé depuis sa naissance? De quel poids, de quel levier dispose l'Afrique pour se faire entendre, pour pouvoir entrer dans le sein des saints, Conseil de sécurité? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à l'Afrique au sein de l'ONU. Avec au téléphone dans plusieurs capitales subsahariennes quelques personnalités, quelques acteurs de cette mobilisation. D'abord, Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Il est en direct de Lomé, la capitale togolaise. Bonjour, monsieur Robert Dussey. Bonjour, cher Alain. Second invité de ce plateau, en direct cette fois-ci de Bangui, Sylvie Bépon-Témon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger. Bonjour, Sylvie Témon. Bonjour, cher Alain. Bonjour à tous. Jean-Emmanuel Pondy, notre troisième invité, est universitaire. Il est en direct de la capitale camerounaise. Auteur et politologue, recteur de l'Université d'éthique, technologie de l'information et de la communication de Yaoundé. Bonjour Jean-Emmanuel Pondy. Bonjour Alain Foucault. Quatrième invité de ce plateau, et pas des moindres, le docteur Cheikh Tidiane Gadio, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, ancien ministre des Affaires étrangères et président de l'Institut panafricain de stratégie. Bonjour docteur Cheikh Tidiane Gadio. Bonjour Alain et bonjour aux autres collègues et amis. Alors j'ai envie de commencer par vous, Cheikh Tidiane Gadio. Comment avez-vous vécu ces différentes interventions des Africains à la tribune des Nations Unies il y a quelques semaines? Avec bien entendu beaucoup de fierté, mais en même temps aussi beaucoup de questionnements sur pourquoi nous sommes restés depuis que notre illustre frère Kofi Annan avait initié la réforme globale du système des Nations Unies et que le débat a très vite tourné autour de la réforme du Conseil de sécurité pour un Conseil de sécurité plus juste, plus équilibré, plus inclusif. Pourquoi après plus de 20 ans de procédure, on est au point mort, au point que nos dirigeants se sentaient obligés, cette fois-ci, de durcir un peu le ton, de taper sur la table. Ils se rendent compte que la diplomatie et la persuasion apparemment ne marchent pas. Il est temps de passer à une vitesse supérieure. Les Africains sont trop élégants, trop raffinés pour utiliser la force, parce qu'ils ont subi la force brutale à travers l'histoire. Mais aujourd'hui, les Africains se rendent compte que c'est le temps de la fermeté. C'est le temps de la fermeté parce qu'on en a franchement assez d'un système qui continue de perdurer dans l'injustice, dans le déséquilibre et principalement au détriment de l'Afrique. Alors, Robert Dussey, vous qui avez prononcé ce discours à l'Assemblée générale des Nations unies, est-ce que vous avez reçu des retours des grandes puissances? Est-ce que vous avez connu une certaine pression? Est-ce qu'on vous l'a reproché d'avoir été aussi dur? Oui, soyez rassurés que nous avions bien sûr reçu des retours de certaines puissances. Il va de soi que parce que nous nous sentons dominés, ces puissances-là ne sont pas contentes. Donc, pour nous, ce n'est pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est que aujourd'hui, comme vient de le dire notre aîné Tidiane, nous sommes en train de prendre notre responsabilité et que désormais, notre voix doit être écoutée. Vous saviez que dans ce combat aujourd'hui, où l'Afrique malheureusement reste toujours dominée par les mêmes puissances, il appartient à nous les Africains d'être unis et de décider, et j'ai la certitude que si nous décidons, ils n'auront pas de choix que de nous suivre. C'est ma certitude à l'heure où je vous parle.
Alors, aujourd'hui, au sein des Nations Unies, quand on prononce un discours comme celui que vous avez prononcé, qui était sans ambiguïté, en dénonçant, par exemple, les pressions que l'on exerce sur vous lorsqu'il y a à voter au sein de cette illustre assemblée, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus en vous disant « vous avez raison » et est-ce qu'il y en a qui ont pris un engagement en disant « on va vous accompagner » parce qu'on a vu des engagements depuis longtemps qui étaient juste de circonstances, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que quelque chose a bougé? Moi, je pense personnellement que quelque chose a bougé, mais ça a bougé timidement. Évidemment, venant du continent africain, le soutien est total. Mais de nos partenaires, ce n'est pas ça parce qu'ils pensent toujours, comme nous l'avions dit, que nous sommes à leur service. Ils peuvent nous utiliser comme nous voulons, comme ils veulent. Donc, sur ça, je crois que c'est par notre détermination, qu'ils le veuillent ou pas, ils seront obligés de changer. Mais pour le moment, le changement est très timide. Alors, Sylvie Thémon, vous avez des rendez-vous pour la Centrafrique au sein de cette assemblée, de cette ONU. Comment avez-vous vécu cette 77e Assemblée générale des Nations Unies? Ça vous a réconforté et vous partez là-bas en étant un peu plus fort, plus sereine? Écoutez, oui, j'ai vécu cette 77e Assemblée générale avec beaucoup de fierté. Comme l'a dit le grand frère Tidiane, certaines allocutions ont été assez fermes et on parlait au nom de tous les pays africains. J'étais d'autant plus réconfortée parce que vous savez que nous avons la République africaine qui est au banc, je dirais à la barre plutôt du Conseil de sécurité concernant un certain nombre de sujets, notamment les opérations de maintien à la paix ou les sujets d'embargo, de sanctions. Et c'est très réconfortant de se savoir soutenu par l'ensemble des autres pays et surtout d'avoir des discours qui viennent appuyer les discours que l'on tient et pour lesquels on nous dit qu'on est inamical parce qu'on dit certaines vérités. Mais c'est bon de l'entendre dans cette tribune au milieu de l'ensemble des pays de l'Organisation des Nations Unies. Je remercie mon frère Robert d'avoir tenu ce discours et je le félicite parce que je pense que ça va nous permettre d'être encore beaucoup plus libres, totalement émancipés dans nos voix. Mais la Centrafrique sera aux Nations Unies dans quelques semaines ou dans quelques mois, je ne sais plus. Est-ce que vous vous appuyez dessus pour pouvoir parler et est-ce que vous avez été approché par les partenaires après ces différentes sorties? Écoutez, oui, je vais vous dire que déjà dans la République centrafricaine va régulièrement au sein du Conseil de sécurité, dernièrement en juillet, bien avant ça au mois de juin. Et déjà au mois de juin, la République centrafricaine, à travers notre représentation et une allocution que je devais tenir, et pour lequel on ne m'avait pas permis de participer, bref, avait déjà mis sur la table le fait que l'Afrique doit être engagée par des pays africains. En tout cas, tout ce qui concerne l'Afrique doit être tenu au sein du Conseil de sécurité par l'Afrique. Nous avons le groupe A3, donc le groupe des Africains. Nous avons 3 pays de l'Afrique qui sont élus dans le sommet de l'Union africaine. Et ce sont ceux-là qui doivent prendre la plume quand ça concerne, la plume et la voix d'ailleurs, quand ça concerne des sujets africains. Et la République centrafricaine a revendiqué justement que les résolutions qui doivent être portées au sein du Conseil de sécurité concernant la République centrafricaine, mais concernant d'autres pays africains, doivent essentiellement et impérativement être portées par ces pays africains parce qu'ils connaissent. Ils sont beaucoup plus à proximité, plus conscients et plus au fait des difficultés que d'autres pays africains peuvent apporter. Donc, je vais retourner d'ici quelques jours. Donc, ça sera dans 2 semaines. Je serai encore devant le Conseil de sécurité concernant des rapports qui concernent la situation en République centrafricaine. Et je suis aguerrie justement de ces discours du président de l'exercice de l'Union africaine, d'autres collègues, notamment Robert, pour asseoir davantage, poursuivre encore, oui, tout à fait, pour continuer à porter cette voix de manière encore plus soutenue, parce que, comme il l'a dit précédemment, nous avons besoin de plus de solidarité. Et effectivement, c'est encore timide. Alors, quand on écoute tout le monde, vous avez l'air tous ravis que l'on puisse enfin parler, et parler de façon ferme. Cheikh Tidiane Gadio disait tout à l'heure qu'on est très élégant, mais là, enfin, on parle de façon très, très ferme. Jean-Emmanuel Pondy, vous qui regardez ça en tant que politologue, qui avait beaucoup écrit sur les Nations Unies d'ailleurs, est-ce que l'Afrique a les moyens de faire pression sur cette Assemblée générale, sur ces Nations Unies? De quelles armes l'Afrique peut se servir aujourd'hui? Merci beaucoup. Je crois que la question peut-être n'est pas est-ce qu'elle a les moyens de faire pression
ou de donner une impulsion, mais c'est plutôt, elle a les moyens, elle doit se donner ses moyens. Je crois que c'est plutôt ça l'idée. Ce n'est pas d'attendre que les moyens lui soient donnés, mais c'est qu'elle se donne elle-même les moyens. Et je crois que le rapport de force aujourd'hui est en train de changer, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui n'est plus cette Afrique docile à qui on dicte ou on impose des choses. Et je crois que la Covid a d'ailleurs été un élément très, très révélateur du vrai rapport de force aujourd'hui. La plus grande, je dirais, catastrophe n'est pas survenue chez nous, contrairement à ce qu'on pensait. Et ça, c'est un. Et de deux, les aspects démographiques et les aspects économiques, tout cela montre bien que le futur n'est plus du côté de l'Occident ou du Nord, comme c'était le cas avant, et que dorénavant, un être humain sur 5 sera africain en 2050. Nous avons, pour la première fois, le côté démographique qui est en notre faveur, mais nous avons aussi le côté de tout ce qui est matériaux, de tout ce qui est bien physique qui est de notre côté. Donc je crois qu'avec cette combinaison, ce qui nous manque encore un petit peu, c'est la conscientisation, et c'est ce qui est en train d'arriver. Et bien sûr, c'est le plus grand cauchemar de ceux qui espéraient que cela n'arriverait jamais. Oui, mais lorsqu'on se réjouit, on n'a pas le sentiment que, même si tout le monde a l'air d'être content que l'on parle enfin, que l'on réclame de façon aussi claire les choses, on n'a pas le sentiment que les gens soient unis au sein du groupe Afrique. Non, moi, je crois qu'il y a effectivement une conscience, ou alors une conscientisation qui est réelle. Il n'y aura jamais d'unanimité. Je pense qu'il n'y a aucun continent où vous allez avoir l'unanimité. Mais ce qui est important, c'est la direction que nous sommes en train de prendre, qui est une direction, à mon avis, irréversible. Et le plus important pour moi, c'est de savoir que nous disons maintenant les choses comme nous les ressentons, sans demander de permission, sans demander l'avis des autres, mais nous disons écoutez-nous parce que nous avons à parler. Et je pense que le rapport de force, ne serait-ce que symbolique, n'est plus aussi défavorable à l'Afrique qu'il était il y a 20 ans. Ça, c'est clair et net, et je pense qu'on doit aller dans cette direction. Cheikh Tidiane Gadio, vous qui avez été souvent dans cette Assemblée des Nations Unies, comment l'Afrique doit procéder? Est-ce qu'elle ne doit pas d'abord commencer par constituer une vraie force? Parce que lorsqu'on dit oui, on veut une place au Conseil de sécurité, oui, on veut 2 places au Conseil de sécurité, on a tendance à vous poser la question de savoir qui va prendre cette place. Mais tout à fait, Alain. En vérité, en termes de quels sont les moyens de l'Afrique, ce qui a changé, les collègues sur ce plateau ont raison de dire que le changement commence dans les mentalités, dans nos têtes et dans nos comportements. Donc ça, c'est un acquis. Mais l'autre acquis, c'est la prise de conscience aiguë des Africains qui sont potentiellement une puissance mondiale, comme la Chine, peut-être même plus que l'Inde, et qu'aujourd'hui, nous représentons 25% des pays membres du système des Nations Unies. Nous avons 1,3, 1,4, les gens diffèrent, 1,4 milliard d'Africains. Et c'est absolument impensable, inimaginable, inacceptable pour les Africains, dans leur écrasante majorité, qu'on puisse oser, en 2022, dire à ces 1,4 milliard de citoyens du monde, vous ne pouvez pas siéger dans le Conseil de sécurité avec un statut de membre permanent, avec droit de veto. Je pense aussi que la prise de conscience des ressources, l'importance des ressources naturelles, tout le monde est conscient aujourd'hui que l'Afrique est le champ de bataille des puissances du monde entier, et même de nouvelles puissances émergentes comme les terroristes, les djihadistes, sont venus prendre leur part d'Afrique. Et donc, ça réveille les Africains ou ça les rend plus conscients que la balle, au fond, n'est pas dans le camp des autres. Moi, je l'ai toujours dit, Alain, tu m'as entendu le dire plusieurs fois, une fois qu'on a pris conscience d'un problème, on ne peut plus continuer à blâmer les autres pour nos problèmes. Il est temps de dire que l'Afrique a tous les moyens, toute la force, toute la puissance pour enfin faire comprendre aux autres que c'est la fin de la récréation. On nous donne ce qu'on nous doit, ou nous exigeons qu'on réforme l'ensemble du système en termes de nous sommes un quart du système, nous n'accepterons plus de siéger dans certaines conditions. Il faut que l'Afrique en arrive à poser
une feuille de route, un deadline qui nous est propre. Si on ne nous donne pas ce que nous voulons, on agira de telle ou de telle sorte. Et je pense que les gens vont venir en courant pour négocier, parce que là, ils pensent que nous avons accepté le statu quo qui nous a été imposé, plus de 20 ans de discussion sur les réformes, aucun résultat probant. Mais quand on entend Joe Biden dire que ce système, au fond, est injuste, il faut effectivement que l'Afrique siège parmi les membres permanents. On voit que ça évolue. Ça évolue. Maintenant, ça évolue peut-être, mais en même temps, on a envie de dire, une fois qu'on a dit ça, qu'on a fait ce constat, et c'est vrai que vous avez l'habitude de dire, lorsqu'on a pris conscience d'un problème, c'est déjà le début de la résolution. Mais les jeunes ont envie d'entendre, Robert Dussey, que voilà, voici comment on va poser les choses, comment on va faire, puisque c'est une question de rapport de force. Voici comment on va agir pour que ça les contraigne. Qu'est-ce que vous dites à ça? Non, moi, je pense que, comme vient de le dire les collègues, la responsabilité première, elle revient aux Africains que nous sommes. Et le grand frère Tidiane Gadio vient de le souligner. Nous faisons 25% des membres du Conseil, des membres des Nations Unies. Prenons l'hypothèse que, comme nous le savons, plus de 70% des dossiers discutés, des dossiers touchant à la paix, à la sécurité internationale, concernent les pays africains aux Nations Unies et précisément au Conseil de sécurité. Prenons l'hypothèse que lors l'une des sessions ou des prochaines sessions des Nations Unies, tous les pays africains en bloc refusent de participer à une session. Qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, c'est une hypothèse que nous devons essayer de mûrir. Parce qu'on se retrouve, nous sommes, c'est la 77e session, il y aura la 78e, 79e, etc. Et tous les pays africains, de manière unanime, par le biais de l'Union africaine, décident de ne pas prendre part. Ça veut dire 54 nations qui ne prennent pas part. On l'a perdu? Alors là, il était en train de planter le décor, Sylvie. Imaginons on va dire ce cas de figure où les 54 États ne se présentent pas. Est-ce que vous pensez ça faisable déjà, compte tenu des divisions qu'il y a et compte tenu des pressions? Est-ce que ça peut arriver, ça? Alors, la première question, quel effet ça serait? Ça serait un message assez fort. Parce que je pense que là, on réaliserait l'importance de l'Afrique au sein de cette organisation des Nations Unies. Deuxième temps, est-ce que ça peut arriver? C'est aussi notre capacité à savoir nous organiser et à savoir décider par nous-mêmes de nos propres sujets, de notre propre avenir, qui est remise en question. Donc, au sein de l'Union africaine, il faut que nous nous posions les bonnes questions et que nous entamions les pas sur des revendications. Oui, mais lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, dans le vote aux Nations Unies pour des sanctions contre la Russie, on a vu la division qui existait. Il y a certes eu quelques États qui qui ont choisi de ne pas être là, mais il n'y a pas eu cette unanimité dont vous parlez. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est faisable? C'est faisable. Je pense que c'est faisable parce que comme mes autres collègues l'ont dit, c'est une prise de conscience qui est en train de prendre forme. Il faut continuer à travailler cela. C'est pour ça qu'il faut continuer à porter la voix, même si aujourd'hui quelques courageux osent le faire. Il faut que nous continuions, que nous ayons cette audace de le faire parce que c'est une revendication légitime. Il s'agit d'une représentation. Il s'agit d'une... L'Afrique aujourd'hui a toute sa place à prendre. Une représentation démographique et géographique est justifiée. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre des décisions du monde qui concernent d'ailleurs beaucoup l'Afrique sans que l'Afrique y participe. Je pense que beaucoup de pays africains, au vu de l'histoire, à l'expérience et les compétences, pour aussi participer justement à cet organe de paix, à asseoir une paix qui soit beaucoup plus juste, et plus collective et plus harmonieuse. Absolument. Alors, on va en parler dans la seconde partie du débat africain et puis j'espère qu'on aura retrouvé Robert Dussey qu'on a perdu en chemin. Alain Foucault. De quel levier dispose-t-elle pour enfin passer d'entité purement instrumentale à laquelle recourent traditionnellement les grandes puissances au moment des votes à membres à part entière, représentés proportionnellement à sa taille? Les revendications qu'elle formule régulièrement à la tribune des Nations Unies ont-elles des chances d'être entendues? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'Afrique au sein des Nations Unies. Une Afrique qui hausse le ton. Avec sur ce plateau, en direct dans quelques capitales africaines, plusieurs invités
invités. D'abord, Robert Dussé, ministre togolais des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Il est en direct de Lomé, la capitale togolaise. Second invité de ce plateau, en direct cette fois-ci de Bangui, Sylvie Bappo-Témon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger. Troisième invité de ce plateau, Jean-Emmanuel Pondy, universitaire. Il est en direct de la capitale camerounaise, auteur et politologue, recteur de l'Université d'éthique, technologie de l'information et de la communication de Yaoundé. Dernier invité de ce plateau, et pas des moindres, le docteur Cheikh Tidiane Gadio, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, ancien ministre des Affaires étrangères et président de l'Institut panafricain de stratégie. Alors, nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant quelques pistes pour pouvoir faire changer les choses. Et justement, avant que le téléphone ne coupe, Robert Dussé, vous évoquiez le fait qu'il puisse y avoir une pression de la part des Africains qui décident de ne plus participer à quoi que ce soit à l'intérieur. Et je posais la question de savoir, est-ce que vous qui les rencontrez régulièrement, vous pensez que c'est possible? Est-ce qu'on peut obtenir une telle unité connaissant la pression que les grandes puissances exercent sur vous, généralement? Je pense que c'est possible qu'il y ait une telle unité au sein de l'Union africaine. Mais il ne faudrait pas perdre de vue non plus que certaines des grandes puissances continuent à faire pression et que, c'est aussi difficile. Mais je crois qu'au niveau où nous sommes, il est important pour nous-mêmes en tant qu'Africains de réussir cette unité. Les grandes puissances ont tout intérêt à continuer à nous diviser par tout ce que nous savons, mais c'est à nous de rester unis et solidaires pour défendre notre cause. Et ça, la faute revient aux Africains. Il faut être sincère et le dire. La faute revient aux Africains qui ne sont pas unis. Généralement, quand on écoute un ministre des Affaires étrangères, les autorités disent « on fait pression sur nous », on se demande comment ça se manifeste. On vous appelle, on vous menace, ça se passe comment? Parce que l'homme de la rue a envie de comprendre. Il se dit souvent ils sont complices. C'est peut-être l'occasion d'expliquer comment ça se passe, Robert. Je voudrais bien laisser notre cher aîné, Cheikh Tidiane Gadio, raconter son expérience. Mais à la vérité, ça se passe aussi, c'est-à-dire partout les chemins, c'est des pressions, parfois en termes de coopération, en termes d'aide. On dit on va couper telle aide, on va couper tel crédit, c'est ça? Oui. Bon, nous sommes habitués avec ça. Heureusement qu'aujourd'hui, nos leaders, nos chefs d'État sont en train de se prendre en charge. Et donc, nous sommes en train de sortir un peu de cet état d'esprit que nous trouvons parfois même humiliant pour nos populations et puis pour nous-mêmes. Chez Tidiane Gadio, Robert Dussé se retournait vers vous en disant peut-être comme vous n'êtes pas aux affaires, vous allez être un peu plus... On va développer un peu plus, quoi. En vérité, il me passe la patate chaude. Mais c'est une patate douce, hein, donc consommable, absolument. Et comme il dit, effectivement, je ne parle pas au nom du Sénégal, donc moi, je ménage pas au nom de tous mes compatriotes africains et librement. Non, il a parfaitement raison, Robert a parfaitement raison, notre sœur Sylvie aussi, et le professeur aussi. Ce qui se passe, c'est que nous sommes encore une fois des enjeux de la géopolitique mondiale. Et donc, chaque fois que nous brandissons notre détermination, les gens savent par où passer pour ramollir les positions de certains pays. Comme je le disais au départ, la balle est dans notre camp, le problème est entre Africains. Si vous permettez, rapidement, l'erreur fondamentale que les Africains ont commise dès qu'on a commencé à parler de réforme, c'est d'abord, à mon avis, de demander 2 sièges, là où on n'avait même pas un siège. Je m'appelle le président Wade à l'époque, disait « réparons l'injustice faite à l'Afrique ». Qu'un pays africain, quel qu'il soit, siège parmi les 5, à côté des 5 membres permanents, et après on verra pour la réforme globale. Il avait même obtenu le soutien de Jacques Chirac. Est-ce que c'était un soutien sincère, etc. C'est une autre histoire. Mais on était déjà passé par là. Ensuite, les Africains se sont alliés avec les G4, Japon, Allemagne, Brésil, Inde, qui cherchaient un siège de membres permanents. C'était une erreur. Avant d'être aussi aimable avec ces pays-là, on devait d'abord s'occuper de nous-mêmes et de régler l'injustice historique qui nous est faite. Rien ne justifie que l'Europe ait 3 représentants, la France, l'Angleterre, la Russie, qu'on ait de l'autre côté les États-Unis et qu'on ait la Chine, et sans qu'il y ait une présence africaine avec les mêmes droits. Ça, c'était donc des problèmes que les Africains devaient être conscients de cela. En plus, à l'interne, on s'est mis à discuter l'éventuelle répartition des sièges. Voilà qu'on partage un gâteau qu'on n'a pas encore. Voilà. Et anglophone versus francophone versus arabophone. On faisait toutes sortes de schémas à l'époque. Je me rappelle avec le groupe des 10 pays donc, qui nous représentaient sur ce dossier. Aujourd'hui, nous avons fait tout ce bilan. Nous avons compris nos erreurs. On ne nous prendra plus à ce jeu.
et je suis tout à fait d'accord avec mon frère Robert, je l'ai déjà défendu plusieurs fois dans plusieurs conférences, il est temps que les Africains, sans l'appeler ultimatum, imposent un deadline. Vous avez 6 mois ou vous avez 3 mois pour nous apporter une réponse très concrète. Est-ce que vous ouvrez le Conseil de sécurité, les membres permanents à l'Afrique? Alors, il nous amène tout de suite la question, oui, mais vous êtes 54, qui va vous représenter? Mais la réponse, c'est que ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas votre problème, c'est le problème des Africains. Et nous, on saura comment nous asseoir et régler ce problème, lever tous les malentendus. Mon avis, c'est qu'aucun pays d'Afrique ne peut représenter tout seul l'Afrique. Ce pays portera le drapeau de l'Union africaine au sein du Conseil de sécurité, ne parlera pas au nom de son drapeau national ou de son pavillon national. Ce pays, moi j'ai une idée, j'ai une proposition, peut-être qu'on en discutera une autre fois, mais je pense qu'il faut régler ce problème et dire aux puissances occidentales et autres, ce n'est pas votre problème qui va représenter l'Afrique. Laissez-nous faire, nous sommes matures, en gros. Jean-Emmanuel Pondy, le politologue que vous êtes, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est faisable? Très concrètement, quand on entend, c'est très beau. Est-ce que lorsque vous regardez, vous vous dites, ils peuvent le faire aujourd'hui. On peut mettre en œuvre les propositions que l'on entend de Cheikh Tidiane Gadio, que l'on entend de Robert Dussey ou encore de Sylvie? Non, je crois que rien n'est impossible à qui est déterminé à arriver à une position et à un changement. Nous avons à l'intérieur de l'Afrique tout ce dont nous avons besoin pour faire valoir nos droits et nos privilèges. Mais en fait, en tant que politologue, justement, quand on regarde bien la composition du Conseil de sécurité et quand on regarde aussi le moment depuis lequel on a tenté de le changer, c'était en 1979, ça fait plus de 40 ans, on est en droit de se poser la question si ça va jamais arriver de leur point de vue. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous prenez la théorie réaliste, l'approche réaliste des relations internationales, qui met en avant le hard power, c'est-à-dire la puissance militaire, au-dessus de la puissance économique ou grise, c'est-à-dire l'intelligence, vous voyez bien qu'ils n'ont pas intérêt à changer quoi que ce soit. Si moi j'étais la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine et la Russie, je ne suis pas sûr que je travaillerais pour changer quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on ne dilue pas la puissance qu'on a. Ça ne se fait pas. Et donc, par conséquent, depuis 40 ans, personne ne peut nous dire qu'ils n'ont pas trouvé la solution ou bien qu'ils ne peuvent pas accepter les propositions. Moi, je crois que c'est une position idéologique forte qui consiste à refuser, à résister au changement. Et sur le plan de la théorie qui est la leur, ça se comprend. Donc, pour moi, nous devrions avancer davantage. Mais alors, tout à l'heure, on disait une théorie de contournement. C'est-à-dire, nous devons créer une puissance alternative aussi forte que le Conseil de sécurité, mais peut-être pas sur le plan seulement des armes, c'est-à-dire de la puissance militaire, mais créer un Conseil de sécurité économique et un Conseil de sécurité démographique, un Conseil de sécurité de l'intelligence. Donc, redéfinir en fait les formes de la puissance. Alors, Robert Dussey, aujourd'hui, est-ce que vous qui rencontrez les chefs d'État africains, vous avez le sentiment que dans leur esprit, c'est clair, il va falloir se mettre ensemble pour pouvoir faire avancer ce calendrier? Je pense que théoriquement, une bonne partie, oui. Mais il y a encore un travail à faire sur le continent parce que, bon, malheureusement, vous le saviez, il y a non seulement la division, il y a aussi la manipulation. Et on a l'impression que certains ne sont pas forcément conscients encore de ces enjeux. Mais nous sommes dans une dynamique aujourd'hui et je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est qu'il y a même une pression populaire aujourd'hui. Donc, sûrement que cette pression populaire, par le biais des médias et la conscientisation, je crois que tout cela est en train de porter un fruit. Et ce fruit, à mon avis, assez rapidement, dans quelques années, cette conscientisation sera totale sur le continent africain et les dirigeants africains n'auront pas le choix. Alors, vous dites aujourd'hui, la responsabilité est de notre côté. On doit prendre les choses en main. Et j'ai envie qu'on soit très, très concret. Là, vous avez fait une proposition en disant si, par exemple, à la prochaine Assemblée, il n'y avait pas les Africains, ça amènerait quand même à réfléchir et ça bousculerait les choses. Cheikh Tidiane Gadio, tout à l'heure, vous disiez, j'ai une proposition. C'est quoi la proposition? Oui, non, tout à fait. Je pense, avant peut-être d'organiser un boycott, on peut aller par étapes, mais très rapidement. C'est-à-dire, si d'abord on s'entend au niveau de l'Union africaine, on peut avoir un sommet spécial sur le fait que l'Afrique ne peut plus accepter, ne peut plus tolérer de ne pas avoir un membre permanent au Conseil de sécurité qui le représente. Et ce membre, comme je le disais, ne représente pas son pays, mais parle au nom des États africains regroupés dans l'Union africaine.
On aurait même un comité des ambassadeurs, un comité tournant, 2 par communauté régionale. On aurait 10 ambassadeurs qui encadrent cet ambassadeur-là du pays qu'on a choisi. Parce que quand même, ce sont des pays, ce n'est pas l'Union européenne qui est là-bas, ce n'est pas l'ASEAN, c'est des pays. Donc nous, on a besoin de désigner un pays. Honnêtement, je pense, moi, que le Nigeria, aujourd'hui, pour plusieurs raisons, réunit les conditions, démographie, économie, première puissance économique du continent, grand réseau diplomatique très dense. Le seul problème avec le Nigeria, et je le dis à mes amis nigérians, c'est que, est-ce qu'ils sont prêts à prendre leurs responsabilités historiques? Et deuxièmement, est-ce qu'ils sont prêts à être le leader du continent africain? Oui, mais est-ce que vous pensez que l'Afrique du Sud laissera faire, puisqu'on a cette rivalité entre ces deux grandes puissances? Est-ce que déjà, lorsqu'on regarde ce qui se passe au sein de l'Union africaine, ça donne envie, en tout cas, ça donne à croire à cette alternative, à cette proposition, à cette idée? Alain, le sujet est suffisamment grave et on a perdu tellement de temps, 20 ans au moins, en tout cas dans la période récente, depuis les réformes de Kofi Annan pour entrer dans le millénaire. On a perdu tellement de temps que si on discutait très sérieusement de cette question, je suis sûr, comme je l'ai dit, c'est juste une hypothèse. On peut nommer tout autre pays, parce que comme tu dis, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a toutes les grandes puissances du continent. Il y a certains qui proposent même de ne pas forcément prendre une grande puissance, mais un pays qui a un bon réseau diplomatique assez dense pour représenter l'Afrique. Mais ça, c'est vraiment une parenthèse. Ce que je voulais dire de plus fondamental, c'est qu'avec 1 milliard de jeunes sur le continent africain, des jeunes décomplexés, des jeunes qui ont installé leur bureau dans le futur, ils n'accepteront plus ce que nos générations ont accepté. Et ça bouge partout dans le continent. Il y aura une déferlante jeune qui va obliger ceux qui nous dirigent, nous tous, nos générations, à prendre notre responsabilité. Et ce que je veux dire, c'est que si les gens n'acceptent pas un membre africain pour nous représenter comme membre permanent avec droit de veto, parce qu'on nous a proposé des compromis, on vous ouvre le Conseil de sécurité avec des membres permanents, mais sans droit de veto. Et les autres gardent leur droit de veto. Vous voyez comment les gens peuvent être parfois arrogants. Donc, si on n'obtient pas cet arrangement-là, l'ouvrir à un membre africain avec droit de veto, Alain, les Africains proposent d'arrêter toute cette histoire-là et d'appeler la création d'une nouvelle organisation, comme le disait notre frère, le professeur Emmanuel. Il nous faut appeler la création d'une nouvelle organisation et dire que nous ne participerons plus à l'injustice qui nous est faite et que nous avons toléré pendant trop longtemps. Et donc les gens, vous allez voir, ils vont peut-être même immédiatement nous proposer un siège permanent en attendant au lieu de nous voir partir. Alors, Sylvie Témon, vous allez aux Nations Unies dans quelques semaines, comme vous le disiez. Est-ce que le début même de cette union, le début de cette démarche, n'est pas de vous faire soutenir par l'ensemble de ces États-là aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas plus que jamais besoin de ce soutien-là qui montre que les Africains sont finalement unis derrière un projet? Tout à fait. Mais d'ailleurs, je voudrais rappeler que mon dernier passage devant le Conseil de sécurité le 29 juillet dernier a déjà marqué ce point. Et d'ailleurs, si vous suivez l'allocution que j'ai tenue, j'ai bien insisté pour dire que ce n'était pas un dossier centrafricain que je venais présenter, mais un dossier qui concernait l'Afrique. Parce que bien entendu, j'ai pris soin de travailler avec la Commission paix et sécurité de l'Union africaine pour rappeler que cette représentation qui est aujourd'hui non permanente au sein du Conseil de sécurité, elle est établie par notre organisation continentale. Donc je rejoins les propos du grand frère Tidiane. Effectivement, c'est une question où le pays qui parle au nom de l'Afrique et non à son propre nom, comme on le voit aujourd'hui dans les cinq membres permanents. Et il faut trouver un moyen pour se présenter ensemble. Et je saisis le micro aussi pour remercier parce que non seulement le groupe africain était avec moi à cette séance, mais également d'autres représentants des pays africains qui se trouvent à New York sont venus dans la salle pour marquer leur présence et leur soutien à la République centrafricaine. Et ça a vraiment joué parce que vous avez vu, même si les textes jouent un peu sur la langue de Molière, mais l'embargo, la limitation d'armes a été révoquée en ce qui concerne les forces centrafricaines. Donc c'est un premier début, c'est un exemple qui nous montre bien que c'est possible. Mais il faut qu'on marque notre unité, il faut qu'on ose dire non, stop. Voilà ce que l'on propose. Une première étape, c'est nous voulons un poste de membre permanent avec droit de veto. Ensuite, nous allons nous organiser, peu importe le pays, c'est notre sauce interne. Au sein de l'Union africaine, nous verrons, avec les critères que nous allons définir, qui devra nous représenter. Et la proposition toujours du grand frère est appréciable, de dire il sera entouré des représentants, des ambassadeurs représentants sur place qui porteront la voix de leur pays et qui seront là aussi en garant pour s'assurer que la ligne directive de l'Afrique est bien respectée.
Alors, tout à l'heure, Robert Dussey était en train d'évoquer le fait qu'il l'a dit au Conseil de sécurité, nous ne voulons plus être derrière tel ou tel camp. Aujourd'hui, la question ukrainienne revient de façon systématique au sein des discussions aux Nations Unies. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une façon de faire comprendre qu'on peut ne pas être dans l'un ou dans l'autre camp, puisqu'on a le sentiment que dès qu'on n'est pas dans un camp, on est forcément avec l'autre, Robert Dussey? Non, moi je pense que nous devons nous affirmer, et c'est clair. Si vous prenez aujourd'hui la région ouest africaine, nous, notre problème, ce n'est pas ce qui se passe ailleurs. Notre problème, c'est le terrorisme, c'est la lutte contre le terrorisme, le djihadisme, etc. Donc nous, c'est la paix, la sécurité du Sahel, jusque avec dans nos pays côtiers, donc comme le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc. Donc je crois que, et en Afrique centrale aussi, c'est la même chose sur tout le continent. Et la priorité aujourd'hui, ou les priorités des continents africains ne sont pas forcément les priorités des autres. Oui, mais donc, on vous appelle à chaque fois à voter contre pour les sanctions. Est-ce qu'aujourd'hui, on a compris que vous n'avez pas besoin forcément de vous en mêler, que ce n'est pas forcément votre priorité? Ils ne veulent pas comprendre, mais c'est à nous de le leur faire comprendre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je me réjouis que, en grande unanimité, de tous ici sur ce plateau, et les populations africaines soutiennent cette démarche. Les priorités africaines ne sont pas les priorités européennes, ne sont pas les priorités américaines, chinoises, etc. Donc qu'on nous respecte et qu'on nous laisse avec nos priorités. S'ils veulent nous aider, qu'ils viennent nous aider en tenant compte de nos priorités et non nous imposer depuis leur bureau leurs priorités sur notre continent. En fait, c'est ce que nous devons faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être soutenu? Parce que on a le sentiment que vous n'expliquez pas suffisamment ça aux populations, puisque c'est très souvent perçu comme, on va dire, des arrangements dans les chancelleries. Moi, je pense que le soutien que nous voulons, c'est le soutien des populations africaines. Ce n'est pas le soutien des partenaires, c'est d'abord les populations. Si les populations africaines, si les peuples africains veulent quelque chose, c'est aux dirigeants de l'exprimer et de le faire comprendre, de le faire aux savoir. Partenaires. Cheikh Tidiane Gadi, on va terminer là-dessus. J'ai envie de comprendre, aujourd'hui, quelle est la réelle demande, en 2 mots, parce qu'on arrive au terme, quelle est la réelle demande de l'Afrique? Est-ce 2 places au Conseil de sécurité? C'est quoi exactement, concrètement, pour qu'on le sache? Parce qu'on est un peu perdu, de temps en temps c'est 2, 1, c'est quoi la demande? Non, en vérité, pour sa propre sécurité et pour participer à la sécurité internationale, l'Afrique, comme le rappelait notre frère Robert, l'Afrique constitue 70% de l'agenda du Conseil de sécurité. Il n'y a aucune raison que l'Afrique n'ait pas une voix. Si on ne demande pas une voix prépondérante, on demande au moins une voix forte, capable effectivement de poser le veto sur la table. Notre pire aventure et expérience a été la Libye de Kadhafi, où des décisions ont été prises, on les a avertis, ils ne nous ont pas écoutés. C'est d'ailleurs, certains Africains se vengent de cela, en refusant de se prononcer sur des histoires d'Ukraine, de Russie et tout, parce que quand on leur a dit à l'OTAN, ne le faites pas, aux puissances comme la France et d'autres, ne le faites pas, ils ne nous ont pas écoutés. Ils ont détruit la Libye et on les avait avertis. Vous détruisez la Libye, vous détruisez le Sahel, vous déstabilisez le continent africain. Donc si nous avons aujourd'hui un siège permanent avec droit de veto, nous avons la force de nous défendre au niveau de cette instance. Voilà la demande aujourd'hui. Une place au Conseil de sécurité déjà, et puis on verra la suite. Merci en tout cas à tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.